Bonjour, cette nouvelle séance des lundis numériques va commencer. Alors nous recevons aujourd'hui Johan Hellard, qui est maître de conférence en musicologie à l'Université de Rouen-Normandie et qui est membre du Centre d'études et de recherche édité interprété, le CEREDI. Alors depuis 2012, Johan dirige avec Yannick Simon et Patrick Taïeb le portail DZ, qu'il va nous présenter aujourd'hui, qui est consacré à l'archivage et à la chronologie des spectacles. Parallèlement, donc, dans le cadre de ses activités numériques, depuis 2022, il copilote le consortium Musica 2 à Humanum, où il a notamment porté le développement de Musica Search, un moteur de recherche de la musicologie numérique qui nous présentera rapidement tout à l'heure. Voilà, donc je laisse la parole à Johan. Vous pouvez poser vos questions dans le chat questions-réponses de l'outil de webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Bulle, et merci l'INHA pour son accueil dans le cadre des lundis du numérique. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est dans le paysage numérique depuis plus de 10 ans, 2Z, avec un titre de communication qui est 2Z, l'outil numérique pour archiver et reconstituer les spectacles d'hier et d'aujourd'hui. Je présenterai cet outil en suivant un plan pour essayer d'organiser un peu les idées de manière efficace entre tout d'abord une présentation institutionnelle et technique, ensuite je parlerai des usages, des données et des outils de recherche dans 2Z. J'aborderai ensuite la notion de dossier dans 2Z, puis les utilisateurs et les partenaires, la formation universitaire, et enfin, je parlerai donc de rayonnement, de diffusion et des réseaux, hein, pour terminer sur une toute petite présentation du consortium Musica 2, et aussi donc de l'outil Musica Search. Voilà. Voilà. Donc maintenant vous êtes en partage d'écran avec 2Z qui défile sous vos yeux. Vous êtes en direct sur une base de données qui est en ligne, d'accord? Donc ce n'est pas un PowerPoint, mais bien la base de données en ligne. Donc je commence par une présentation institutionnelle et technique de 2Z. 2Z s'inscrit dans le domaine de l'archivage et de la chronologie du spectacle vivant depuis l'époque moderne jusqu'à nos jours, en France et au-delà des frontières françaises, hein, dans le monde en fait, hein. Un petit historique rapide. 2Z est né à Rouen en 2011. C'est un produit 100% normand au départ de l'aventure. Et il est l'aboutissement numérique d'un projet plus ancien, un projet de recherche plus ancien, qui portait sur l'histoire du concert en France, hein, qui avait vu donc le détachement d'un collègue de Rouen, Patrick Taïeb, à l'IUF pendant 5 ans, puis qui avait bénéficié d'une ANR dans les années 2000. Et c'est ce projet auquel 2Z a repris les grands principes méthodologiques, mais en les étendant plus généralement à l'histoire du spectacle sous toutes ses formes, hein. Donc le concert, qui était déjà l'objet d'études, hein, du RPCF, Répertoire des programmes de concert en France, donc concert de musique classique, mais également, pourquoi pas, les musiques rock, les musiques le jazz, etc., les musiques actuelles. Et dans 2 ans en plus, donc le spectacle vivant qui va jusqu'au théâtre, hein, théâtre parlé, mixte, le théâtre en musique, et pourquoi pas aller jusqu'au cirque, et pourquoi pas aussi au cinéma. 2N a été imaginé et fondé par 3 enseignants-chercheurs en musicologie, comme tu l'as rappelé, Patrick Taïeb, Yannick Simon et moi-même, qui étions tous les 3 au départ à Rouen. C'est pour ça que le projet est né à Rouen. Si 2Z intéresse principalement les musicologues et les musiciens, 2Z est un projet interdisciplinaire qui accueille également les travaux d'historiens, d'historiennes du spectacle, qui s'intéressent au phénomène de circulation et de réception d'un artiste, d'une œuvre, d'un théâtre, etc. Plus récemment, 2Z s'est ouvert également aux institutions du spectacle vivant qui souhaitent archiver leur activité. Depuis la première présentation publique, il y a tout juste 13 ans, c'était en février 2012 à l'Opéra Normandie, 2M n'a pas cessé son activité et offre un service sans discontinuité, malgré donc, les difficultés pour un projet numérique de la première heure de s'inscrire dans le temps.
2Z appartient en effet à l'ère préhistorique des humanités numériques et a été pensé avant même le développement du web sémantique et avant la théorisation des fair data. C'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, 2Z est porté par 3 universités et 3 laboratoires, celles et ceux auxquels sont rattachés ces trois fondateurs et entre lesquels un accord de copropriété a été signé. Donc je les cite très rapidement. L'Université de Rouen-Normandie, que je représente au sein de mon laboratoire, le CERELI, Centre d'études et de recherche édité interprété, UR 3229. L'Université Toulouse Jean Jaurès, représentée par Yannick Simon au sein du laboratoire LLA Creatis, laboratoire lettres, langage et arts, UR 4152. Et enfin, donc, l'Université Paul Valéry Montpellier, représentée par Patrick Taïeb au sein de l'IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, qui est une UMR 5186. Voilà, pardon pour cette exposé. Pour son développement, 2Z a par ailleurs bénéficié du soutien de la région Normandie, à l'époque région Haute-Normandie, région Normandie maintenant, et de quelques-uns de nos partenaires, en particulier l'Association française des orchestres, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et les Amis de Maurice Ravel, pour n'en citer que 3. Le développement est assuré par NoRepeat, une agence rouennaise spécialisée sur Python et sur l'open source, société qui a également développé le nouveau site Flaubert que je vous encourage à aller visiter. En tant qu'objet numérique, 2Z est une base de données relationnelle, c'est ni plus ni moins qu'une base de données relationnelle, un peu complexe, mais voilà, c'est une base de données relationnelle. Elle propose un modèle collaboratif qui encourage l'enrichissement et la curation des données par une communauté d'utilisateurs dans un esprit de partage et dans un esprit de valorisation immédiate de ces données. Ce qui est créé profite à l'un et à l'autre, et réciproquement, enfin voilà, c'est un projet collaboratif. Cette communauté est formée par des utilisateurs confirmés, réunis au sein d'un comité scientifique que je vous montre ici. Voilà. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Comité scientifique qui tient 2 séances 2 fois par an. Donc c'est un comité scientifique qui réunit des utilisateurs confirmés, on va dire, dans 2Z. Outre les 3 fondateurs, nous avons ici des collègues qui sont très impliqués dans la production de données dans 2Z. Voilà, les 2Z, comme vous le voyez sur la page de titre également, la page d'accueil, pardon, est hébergée sur les serveurs IRXOL Humanum. C'est une publication en ligne référencée par un numéro d'ISSN et 2Z est également une marque déposée à l'INPI. Voilà. Pour en savoir plus, parce que je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, mais pour en savoir plus sur 2Z, vous pouvez aller consulter l'onglet I, information, pour en savoir plus. On va le visiter très rapidement. Le sous-onglet, donc sous-menu présentation, où on avait une présentation, des principes, des fonctions, le comité éditorial, tout est résumé ici. Comment contribuer à 2Z également. Sur une présentation des contenus, quels sont les types de contenus que nous hébergeons, quels sont nos utilisateurs également, des chercheurs aux étudiants, des partenaires, des auteurs, etc. Et l'identité de 2Z, pourquoi 2Z s'appelle 2Z, en fait, voilà. C'est le nom d'un compositeur qui ne connaissait pas ses origines, enfin voilà. On va tout savoir en allant lire cette petite page, aussi d'où vient le logo 2Z. Et puis aussi un petit historique qui est à jour jusqu'en 2022. Hein, voilà, c'est une timeline où on a à peu près toutes les évolutions de Z depuis 2012 jusqu'à 2011, depuis 2011 pardon, jusqu'en 2022. Il faudra mettre à jour les dernières années. Et enfin, donc, les éléments qui concernent le développement de Z, hein,
puis les solutions techniques que nous avons utilisées. Donc tout ça est résumé dans cet onglet I, présentation. Vous avez aussi une information sur les propriétaires de 2Z, sur les partenaires de 2Z, sur la protection des données, puisque nous sommes conformes, nous respectons les RGPD, voilà, et protection des données, donc le comité éditorial, le comité scientifique, les principaux utilisateurs et l'équipe de développement. Et puis je reviendrai plus tard sur la bibliographie du site. Voilà, vous pouvez également vous rendre sur le carnet de recherche du consortium Musica 2, que vous voyez à l'écran, dans lequel est apparu cette année un annuaire de la musicologie numérique, qui est une sorte de publication in progress des projets de la recherche en musicologie numérique. Et donc vous voyez un certain nombre de projets ici qui défilent, et vous avez donc une fiche consacrée à 2Z, dans laquelle vous avez un certain nombre d'informations qui résument le projet, sur l'identité du projet, une petite présentation très rapide, l'historique du projet, en fait ça vous renvoie vers le site, hein, bien entendu, quel type de contenu nous hébergeons, les thèmes, les mots-clés, et quelques idées de focus qui vous permet de comprendre comment fonctionne, qu'est-ce qu'on a comme données dans 2Z. Vous cliquez sur les liens et on vous montre voilà, une série de dossiers, d'événements consacrés à Ravel, par exemple, et vous arrivez dessus, etc. Exemple d'utilisation pédagogique, etc. Les caractéristiques, tout ce qui concerne donc les questions de propriété de partenariat, de développement, d'hébergement des données, et puis aussi donc quelques ressources, un numéro d'SSN, une collection HAL, etc., etc. Donc aussi une bibliographie avec un article paru il y a quelques années déjà et qui explique un peu ce que c'est que 2Z. Voilà. Donc tout ça pour en savoir plus sur le projet. Je passe à la deuxième partie, donc consacrée aux usages, aux données et aux outils de recherche. Alors, à quoi sert 2Z? C'est une bonne question. Quand on ne connaît pas 2Z, alors voici quelques usages partagés par la communauté des utilisateurs et des chercheurs. Alors tout d'abord, c'était le principe fondateur de 2Z et qui est inspiré évidemment du projet initial RPCF, hein, sur l'histoire du concert en France. 2Z permet de reconstituer des chronologies événementielles dans le domaine du spectacle vivant. Voilà, des chronologies qui sont rangées dans des dossiers thématiques. Hein, vous voyez, il y a un menu dossier, donc tous ces dossiers figurent ici. Euh, voilà. Deuxièmement, et c'est quelque chose qui est apparu plus récemment, c'est que maintenant 2Z propose d'archiver l'activité d'une institution musicale ou théâtrale. Et ces deux volets sont indiqués d'ailleurs dans ces deux missions, hein, sont indiquées dans le sous-titre de 2Z, archives et chronologie des spectacles. Troisièmement, 2Z permet de suivre la diffusion et la réception des répertoires dans le temps et dans l'espace, ou suivre la carrière des artistes ou des ensembles, des orchestres, des formations de musique de chambre, des groupes de rock, etc. Quatrièmement, on utilise 2Z également pour constituer une bibliothèque de sources liée à une thématique donnée. Donc là, je vous renvoie à l'onglet bibliothèque que tout à l'heure je présenterai brièvement. Cinquièmement, 2Z permet de constituer un répertoire d'œuvres dans un genre donné ou appartenant au répertoire d'une institution, et je vous parlerai aussi d'un projet concernant la mélodie française qui a été développé il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, donc, sixièmement, 2Z permet de faciliter le travail d'analyse historique des corpus et de sources liées au spectacle vivant, dans le but d'analyser les spectacles eux-mêmes en mettant à disposition des outils de visualisation ou d'exportation. Voilà, donc ça c'était pour les usages, à quoi sert 2Z. Et j'en viens donc aux données elles-mêmes. Hein. Quelles données héberge-t-on dans 2Z? Eh bien, le cœur stratégique de 2Z est constitué de données partagées des autorités faisant l'objet d'un entretien quotidien, permanent. Hein. Ces données sont nécessaires pour exprimer le contenu d'un programme de spectacle, à savoir, évidemment, dans un programme de spectacle, on va retrouver des individus, des ensembles, qui sont tous ces individus et ces ensembles sollicités dans une production, qu'ils soient donc des créateurs, des compositeurs, des librettistes, des metteurs en scène, etc., ou des interprètes.
des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, etc., des figurants ou tout simplement enfin, des techniciens. Voilà. Donc des individus sur scène, évidemment, puisque un spectacle a lieu à un instant T dans un lieu L, et du coup, on convoque une production et des individus et des ensembles. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de données? Eh bien, des rôles, des instruments, des professions, toutes sortes de données qui interagissent en permanence avec les individus, hein. Un tel est violoniste, et un tel est directeur musical, ou un tel est, je ne sais pas, metteur en scène, etc. Voilà. Troisième type de données que nous hébergeons, qui font l'objet d'entretiens importants, sont bien sûr les œuvres musicales, les œuvres théâtrales, mais pas simplement les œuvres, les extraits d'œuvres qui sont à l'affiche. Voilà. Enfin, quatrième type de données, mais bien entendu, ce sont les données principales hein, qui sont convoquées dans un événement, dans un spectacle, les lieux de production. Les lieux de production de la salle de spectacle à la ville, puis d'un territoire à un autre, c'est-à-dire des départements. Une ville est associée à un département est associé à une région est associée à un pays, etc. Donc on a ça des strates territoriales gérées dans deux ailes. Un événement se définit certes par un lieu, comme je viens de le dire, mais également donc par le jour et par l'heure où il se déroule cet événement. Alors, outre, on peut imaginer de rares performances hein, qui pourraient contredire notre principe, donc l'idée qu'on puisse avoir deux événements en même temps au même endroit, ce qui produirait une certaine cacophonie, nous avons admis dans deux N un principe de base qui est qu'on ne peut pas avoir deux événements au même moment dans un même lieu. Donc là, c'est un peu le principe structurant de deux N hein, pour ces données. Et du coup, les données de deux N sont placées dans un ordre chronologique parfait. Et lorsque plusieurs événements ont lieu euh, le même jour, en même date, eh bien en fait, ces événements sont classés par heure et à défaut par ordre alphabétique des lieux. Je vais vous montrer après des exemples de chronologie, évidemment. Par ailleurs, 2Z a adopté un système de gestion de dates qui est infaillible hein, et qui permet de traiter des cas de datation plus complexes, en particulier les dates approximatives, hein, qui sont assez fréquentes lorsqu'on travaille sur la réception du spectacle, notamment des spectacles qui ont pu avoir lieu dans des époques plus anciennes qu'aujourd'hui, quoique aujourd'hui parfois les sources sont pas très précises. Hein, donc on gère les dates approximatives et on gère aussi ce que j'appelle les dates multiples pour, dans le cas d'un festival par exemple qui aurait lieu sur plusieurs jours. Alors pour vous donner un ordre d'idée, et là il faut que je me connecte je pense. Bon, j'aurais dû faire ça avant. Non, non, oui, il faut peut-être 2 secondes. On coupera tout ça après. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû penser avant. Alors, donc, comment faire un Monster sur un PC? Tu sais faire un... Simplement, juste comme Ah, ok. Merci. Je crois que c'est simplement ça. Voilà, c'est bon, tu peux partager. Voilà, excusez. Pardon, voilà, c'est revenu. Voilà, je passe sur mon ordinateur, donc il fallait que je me reconnecte. Donc voici, on est dans le back-office de 2Z, on n'aura pas le temps de le visiter beaucoup, mais pour vous montrer un peu toutes les données que nous hébergeons, et pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance de nos données, en fait, hein, constituant nos corpus d'autorité principaux. Donc vous voyez ici la liste des individus, nous avons actuellement près de 39 000 individus dans 2Z qui sont à la fois des auteurs, des interprètes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes sortes de métiers du spectacle. Hein. Voilà, donc on va retrouver, vous le voyez d'ailleurs à droite, hein, un journaliste, un chanteur, une comédienne, une chanteuse, un flûtiste, un humoriste, un clarinettiste, etc. Enfin, toutes sortes de personnels, d'individus qu'on peut avoir sur scène. Nous avons également donc, pardon, sur une... Pardon, c'est pas grave. Nous avons également des ensembles. Alors, ils sont moins nombreux, les ensembles. C'est quelque chose que nous avons lancé
un peu plus tardivement dans l'histoire de 2Z. Nous en avons 2000, hein, donc ici vous voyez surtout des groupes de rock, je crois, mais évidemment on a aussi des ensembles de quatuors, de quatuors à cordes par exemple, Accentus par exemple, l'ensemble vocal Accentus tout en bas. Nous avons également donc, des orchestres, etc. Euh, voilà. Alors, les œuvres musicales sont au nombre de plus de 70 000. Alors, lorsque on parle de 70 000 œuvres dans 2Z, ça comprend également donc euh, les extraits. Donc, vous voyez, d'ailleurs, ça commence par les ouvertures qui sont des extraits d'opéra. Pas toujours, mais là, en l'occurrence, pour Mozart. Voilà, donc, œuvres et extraits, 70 000. Et enfin, donc, pour les lieux, euh, sur les lieux, voilà, nous avons donc plus de 13 000 lieux, c'est-à-dire de la salle au pays, en passant par les différentes strates territoriales, donc la salle, la ville, le département, la région, etc. Ok. Euh, toutes ces données simples, qui sont des tables de données de base, quoi, individus, œuvres, ensemble, etc., ce que j'appelle des données simples, brutes, on va dire, même si elles sont très enrichies finalement, vous verrez tout à l'heure, sont des données qui sont agrégées. Ce sont des données agrégées par tout un jeu de relations dans la base de données, par le code hein, qui impose ce jeu de relations, pour constituer une super autorité, donc, qui est l'autorité d'événement. Car, évidemment, tel est l'enjeu de 2Z, hein, produire des autorités d'événement. Que s'est-il passé à tel endroit et à telle heure? Quelles œuvres ont été exécutées et dans quel ordre? Quels artistes et quels ensembles en composent la distribution? Ça, c'est véritablement le cœur hein, de 2Z. Je dis souvent que l'événement est l'unité de mesure de 2Z. Voilà. Mais également, évidemment, quelle source utilise-t-on? Quelle source justifie cet événement? Puisque 2Z s'inscrit également dans une méthode historique qui part des sources, et à partir des sources, on reconstitue le passé. Car, effectivement, il ne pourrait pas y avoir d'événement dans 2Z sans avoir préalablement exhumé là où les sources pouvant le définir. Pardon. Alors, deux mots sur les sources de 2Z. Voilà, vous en avez ici une liste. Hein, d'ailleurs, je peux revenir sur cette présentation du back-office. Hein, vous voyez qu'en fait, tout est fait pour expliquer qu'on doit d'abord travailler sur les sources avant de passer au reste. Hein. Donc les sources de 2N, on en a donc plus de 110 000, 112 000. Ces sources sont très variées. Hein. Elles peuvent être de simples transcriptions en plein texte, vous verrez tout à l'heure quand on verra quelques événements. Elles peuvent être des images numérisées, du son également, de la vidéo, de simples références à des archives, des manuscrits ou des imprimés, donc juste une référence derrière laquelle on peut ouvrir rien du tout, et voir simplement une référence avec une adresse URL qui permet, lorsque l'on clique, d'ouvrir par exemple Gallica, autre ressource en ligne. Alors je reviens sur les événements, puisque c'est de ça que nous parlions. Donc voilà, les événements, cette super autorité qui agrège les autres, nous en avons actuellement près de 90 000. Donc on a 90 000 événements, donc événements dans 2Z. On est d'une certaine manière un peu leader dans le domaine. Si on peut comparer, si on ne fait pas c'est pas une concurrence, mais on peut comparer avec l'onglet événements, spectacles de DataBNF qui n'en contient que 60 000. Je dis que, c'est déjà énorme, 60 000. Mais ça montre aussi que nous, nous on fait que ça en fait. On travaille sur les événements. Donc évidemment, c'est le cœur de 2Z. Donc, heureusement qu'on en a quand même beaucoup à vous proposer. Et si on revient donc sur la partie front office, si vous allez dans évidemment le menu événement, hein, puisque c'est de ça que l'on parle, si vous allez dans la recherche libre et vous activez, vous faites entrer sur ce moteur de là, vous récupérez donc ici les 89 619 événements qui sont actuellement dans 2Z. Alors ici vous êtes vous voyez ce que moi je vois à partir de mon compte parce que j'ai tous les droits en fait, sur 2Z. Et évidemment, c'est comme vous voyez le premier événement en cours de réalisation, celui-ci, si vous allez sur 2Z, vous ne le verrez pas parce qu'il est pour l'instant caché. Mais il y en a un certain nombre comme ça. Voilà, le deuxième par exemple,
pouvez le voir. Donc, vous voyez, ici, on peut commencer en 1647. Alors, c'est vrai qu'on est un peu pauvre encore sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, mais à partir du XIXe siècle jusqu'au XXIe siècle, la deuxième est très riche en événements. Alors, évidemment, ce que vous voyez, ce n'est pas l'ensemble des spectacles produits dans le monde depuis la naissance du spectacle vivant, en fait, c'est le fruit ou le résultat de tout ce que pas les compositeurs, les chercheurs, pardon, produisent dans le cadre de leur recherche. Donc, en fait, c'est un produit de la collaboration entre nos travaux. Et voilà, donc, évidemment, sur le XVIIIe siècle, on n'a pas grand-chose, mais voici quelques exemples. Et puis, on pourrait aller jusqu'à la dernière page, vous voyez, la 17e 1900, je sais pas, 24, je sais pas le dire en fait, la page numéro 2, 17 1924, où on arrive sur les spectacles d'aujourd'hui. Voilà, donc, et puis... Et même dans le futur. ouais, voilà, il y a certaines personnes qui produisent des événements pour le futur. Ce qui est d'ailleurs pas bien, on ne devrait pas le faire. Euh, donc en tout cas, c'est très marginal. Voilà, donc on peut prendre un événement au hasard. Par exemple, celui-ci, hein, vous voyez comme ça, vous voyez que un événement est exprimé par une date et un lieu. Évidemment, c'est comme ça qu'on définit un événement. Le 10 mars 1764, à l'Opéra Comique, à l'hôtel de Bourgogne à Paris. Voici la fiche qui a été réalisée. À partir de quoi? À partir d'une source. Et vous voyez ici, c'est un lien, c'est une adresse URL. Donc si on clique dessus, on peut aller consulter l'original. On va aller voir, hein. Alors ici, on n'a pas eu la personne qui a fait ça n'a pas indiqué la page. On peut maintenant donner la page exacte de ce registre dans lequel on a été chercher l'information. Donc là, comme ça, je ne vais pas vous la trouver parce que ça va être un peu compliqué. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et ici, pour revenir en arrière, alors, attendez, oui. Euh, excusez-moi. Voilà. Donc, donc là, on a la source. Donc, il faudrait corriger la source pour mener exactement à la page de ce registre, mais en tout cas, la source est sur Gallica, et c'est à partir de cette source qu'on compose cette affiche. Je vous en montrerai d'autres exemples après. Euh, donc, cette affiche est composée de 3 œuvres, voilà. Euh, dont celles-ci vont faire appel à des autorités. Mais je vais vous emmener vers une autorité qui est intéressante, autorité d'événement, simplement en changeant le numéro pérenne qui se trouve tout en haut, 039, voilà. Ah, excuse-moi, j'ai me trompé dans le 0, c'est... Voilà. Voilà, donc pareil, en fait, vous voyez, au visuel, c'est la même chose, hein. C'est un spectacle qui a lieu au Havre, au Théâtre du Havre, du 6 mars 1830, avec un artiste parisien en représentation, Adrien Perlet, qui donne des représentations au Havre, et c'est la clôture des représentations. Et le spectacle, les sources du spectacle sont une affiche conservée aux archives du Havre. Voilà, donc une belle affiche numérisée avec les moyens du bord, c'est juste une photo qu'on a déposée. Il faut savoir, bon, évidemment, les éphémères du spectacle sont rares, donc les affiches sont. C'est aussi notre mission d'archiver ce genre de documents et de les proposer au public, hein, puisqu'ils sont difficiles d'accès. Il faut aller au Havre, aux archives, etc. Ça, c'est une des missions, de diffuser ces informations rares. Et puis aussi, donc, c'est une annonce également qui provient du Journal du Havre euh, et qui a été transcrite là en plein texte. Et donc, les informations qui sont contenues à la fois dans cette annonce de spectacle transcrite à partir du Journal du Havre et recoupées avec les informations que l'on voit dans cette affiche, eh bien, en fait, on en déduit donc un programme qui fait autorité, programme, donc, pour ça on parle d'autorité ou d'autorité d'événement, hein, puisque cette autorité d'événement, la voici. Actuellement, elle est basée évidemment sur le recoupement de ces deux sources. Si on trouvait une troisième ou une quatrième source, on pourrait contredire, corriger ou confirmer, hein, la disposition de ce programme. Donc vous voyez, en fait, on a 4 entrées dans ce programme. Les Noces de Gamache, qui est un opéra qui vient du répertoire de l'Odéon, voilà, de 1825. Euh, on a une œuvre qui vient donc de théâtre Gymnase, voilà, de 1821, l'artiste, de Scribe, et le reste, pardon, je reviens en arrière, La famille du baron, un vaudeville, hein, du répertoire du théâtre de Madame,
vous voyez, en fait, c'est pas un hasard aussi de voir dans ce programme, et c'est partout dans le théâtre de Provence, quasiment 99,99% des pièces qui sont données en province sont des œuvres qui ont été créées à Paris, du théâtre parisien. Euh, et puis à la fin, un grand bal paré masqué, puisque voilà, qui fait pas l'objet, ici on peut pas cliquer parce qu'il n'y a pas d'autorité liée, c'est juste du texte ajouté, parce qu'on va pas faire d'autorité pour ça. Alors vous voyez, en fait, j'ai cliqué sur des titres et ça m'envoie vers des autorités d'œuvre. Donc quand je clique là, j'ouvre une page qui est une autorité, les Noces de Gamache, opéra bouffon en 3 actes, un compositeur, 2 librettistes et un adaptateur, traducteur si vous voulez, avec, on peut rebondir sur des événements, ouvrir une chronologie avec tous les événements qui concernent cette œuvre, pour l'instant, qu'on a pu reconstituer dans 2 aides. Donc, ce résultat, il y en a beaucoup plus, bien entendu. Mais on peut également, bon, on a un petit outil intéressant qui montre l'association. Alors, c'est très intéressant qu'on a des milliers d'événements, parce qu'on voit que parfois, il y a des œuvres qui sont toujours vues avec d'autres œuvres. Et puis, vous avez aussi quelques sources qui sont des sources pour l'œuvre. Par exemple, bon, il y a une partition, là, un livret, un manuscrit, ça c'est lié à la bibliothèque, je vous en parle après. Euh, on peut, alors également, si je reviens sur l'événement toujours, on peut aussi cliquer sur les individus, puisque c'est une base relationnelle, toutes les données sont associées, sont agrégées ici. Donc, c'est Adrien Perlet, voir que c'est un auteur dramatique et un comédien, qui est né à Marseille le 27 janvier 1795, il est mort à Paris le 20 décembre 1850. Et ouais, on le voit apparaître dans 62 événements. Voilà. Et là, 55 événements où il est juste cité. Enfin bref. Donc, et à tout moment, bien entendu, je peux aussi cliquer sur les auteurs de ce spectacle, par exemple sur Eugène Scribe, très grand auteur du 19e siècle, et avoir accès aux 219 d'à peu près 400 œuvres qu'il a produites, qui sont déjà dans 2 aides. Et vous le voyez ici aussi avec un numéro Disney, donc ça je vous en parlerai, parce que nos individus sont référencés à Disney. Pas tous, comme vous l'avez vu sur Adrien Perlet, parce qu'il n'a probablement pas de numéro Disney, justement. Et puis là, par exemple, si vous allez sur Script, vous voyez qu'il y a 10 656 événements qui sont dans lesquels Script est cité. Donc là, c'est le spécialiste de Script, Jean-Claude Dumas, pour pas le citer, pourra consulter ces 10 656 événements pour compléter des données qui lui auraient échappé, par exemple. Et puis tout un ensemble de documents qui sont liés à Scribe. Voilà, donc ça c'était pour une petite visite sur un événement. Voilà, donc comme ça vous comprenez un peu comment tout cela fonctionne. Voilà, excusez-moi. Alors, du point de vue des standards, justement, on l'a vu, l'équipe de 2Z veille à améliorer l'interopérabilité des données de 2Z. Vous l'avez vu à l'instant avec Scribe, les individus et les ensembles, pas seulement les individus, sont référencés à l'ISNI. Donc c'est International System Name Identifier, donc c'est système d'identification internationale des individus et des ensembles parce qu'ils ont déjà publié quelque chose, une œuvre. Et les lieux également sont géolocalisés sur OpenStreetMap. Et par ailleurs, 2Z est doté donc d'un entrepôt de données via son API. Alors là, je suis parlé sur autre chose, excusez-moi. C'est un peu. Ah, voilà. C'est sensible. Hein. Voilà. Ah non, attendez. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de cette ordi. Voilà, donc vous avez accès ici à l'API de 2Z qui permet de connecter n'importe quelle machine à nos données. Donc ça, c'est un gage de qualité des bases de données aujourd'hui. Voilà, bon, c'était pour montrer ça. Euh, Sinon, les données que je vous ai présentées entretiennent parfois des relations entre elles, selon un principe structurant aussi dans 2M, qu'on appelle la récursivité. Par exemple, si je tape ici Théâtre des Arts, avec l'espace, ça serait mieux ici. Hop, voilà, je l'ai. Théâtre des Arts Dormant, voilà. Donc, vous voyez, donc je suis sur un lieu qui est le théâtre, mais je peux remonter en fait à la ville Dormant
Et ici, donc, j'ai une autorité, la ville de Rouen, avec des lieux contenus, enfin des lieux qui sont liés à Rouen, donc un certain nombre de salles, mais aussi plein d'événements qui sont liés à Rouen, des individus qui sont nés à Rouen, des individus qui sont décédés à Rouen, donc qui peuvent être des compositeurs, des librettistes, ce que vous voulez, et aussi donc des œuvres qui sont même créées à Rouen. Voilà, et un certain nombre de sources également qui sont liées à Rouen. Je peux remonter donc à l'échelle au-dessus, donc la Seine-Maritime, dans laquelle on va retrouver plein d'autres villes de la Seine-Maritime. Donc je peux rebondir également sur d'autres villes de la Seine-Maritime. Alors là, à chaque fois, comme ça, c'est récursif, on agrège en fait les données. Donc plein d'événements, plein d'individus nés, décédés, etc. Et c'est la même chose si je remonte à la Normandie. Donc là, on a les départements. Oui, c'est ça, on a les départements, je ne me trompe pas. Et c'est la même structure. Et puis après, on peut remonter jusqu'à la France. Voilà, donc avec toutes les régions et aussi les individus, etc. Donc on ne peut pas remonter après jusqu'à la planète et pour aller plus loin éventuellement, mais pour l'instant, ça s'arrête au pays. Donc ça, c'est le type de ce que j'appelle la récursivité et on peut l'obtenir aussi, enfin on peut la trouver également dans les individus. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux topographies, par exemple. Malibran, voilà, sans faute d'orthographe. Euh, voilà, donc Maria Malibran, chanteuse, compositrice, mezzo-soprano très célèbre, et son nom de naissance, 8 œuvres dans lesquelles elle apparaît, tout un tas de trucs. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est les relations qu'elle peut entretenir avec sa famille, en fait. Hein. Donc, son père, c'est Manuel Garcia. Alors, évidemment, si on va à Manuel Garcia, on a aussi cette idée hein, de anthropomorphique, relation entre les individus. On a donc Maria Malibran, donc son frère, on a sa sœur, Pauline Viardot, donc voilà, très célèbre, son époux, son fils, etc. Donc je peux rebondir aussi ensuite, voir sa petite sœur Pauline Viardot, et de même, en fait, vous voyez, si je descends ici, voilà, j'ai des relations nouvelles. Les relations peuvent aller jusqu'aussi les élèves et les maîtres de musique, par exemple. Hein, et les dédicaces également, on a développé ça il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'idée d'associer des individus aux dédicaces dans les partitions, par exemple. Voilà, donc ça c'est très intéressant de voir qu'on peut faire ça dans deux œuvres. Et puis aussi, c'est un peu la même chose avec les œuvres Charme de la voix. Euh, voilà, un opéra comique de 1811. Et cette œuvre-là, en fait, elle a été, c'est une œuvre qui a été créée, mais d'après une autre œuvre, et d'après du même auteur, La Romance, un opéra qui s'appelle La Romance, qui a été créé à l'Opéra Comique également en 1804, et donc qui a été adapté sous le titre de Charme de la voix, mais aussi c'est une œuvre, donc La Romance, qui a été adaptée d'après un premier opéra comique créé en 1799, hein, sous le titre L'amour bizarre ou Le Projet dérangé, et cette même œuvre a été adaptée d'après, donc Le Charme de la voix, donc on revient au même titre, mais cette fois-ci une comédie en 5 actes de Thomas Corneille, hein, de 1657, lui-même, d'après. Hein, alors, je ne vais pas vous la faire parce que je parle très mal espagnol, mais de Augustine, on dit Augustine Moreto. Charme, donc voilà. Et donc, vous voyez en fait cette généalogie des œuvres, on retrouve aussi dans les individus et aussi dans les relations que peuvent entretenir les lieux entre eux. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Euh, enfin, pour terminer cette partie, je dois vous parler également de la bibliothèque, hein, puisque on est aussi dans les données. Et la bibliothèque, c'est une manière aussi d'agréger les données de 2 qui est apparue à peu près au moment du Covid, donc en 2019-2020. On a inauguré cette bibliothèque. En gros, la bibliothèque, c'est un modèle de source. On a fait évoluer notre modèle de source vers un modèle de super source, en fait, ce qui nous permet d'avoir un feuilleteur et aussi d'indexer à la page des ouvrages. L'idée de la bibliothèque, c'était de rassembler dans un endroit des documents imprimés, manuscrits, qui parlent du spectacle vivant, qui ont été réalisés par des érudits au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pourquoi pas au XVIIIe siècle, et des ouvrages qui sont pas très faciles d'accès, hein, qui sont isolés, qu'on peut trouver parfois, là, comme vous voyez, des documents numérisés, voilà, et parfois des manuscrits qui ne sont pas numérisés, que nous avons fait numériser, et qui présentent souvent le même défaut. Ce sont des ouvrages qui ne contiennent pas d'index. Donc 2Z va travailler sur ces ouvrages-là, va les enraciner
dans nos autorités. Et donc, quand vous entrez par une autorité, vous pouvez entrer dans ces ouvrages. Donc, par exemple, je vous présente par exemple ce manuscrit qui fait l'objet de mon travail d'HDR, d'ailleurs, en cours. Euh, un manuscrit conservé à la bibliothèque de Rouen qu'on a fait numériser. C'est une histoire du théâtre des arts de Rouen entre 1882 et la Première Guerre mondiale. Donc les 5 premiers tomes, c'est l'histoire. Et ensuite, il y a deux volumes d'outils. Et notamment ce manuscrit qui a été déjà entièrement indexé, qui est en fait une chronologie, un répertoire alphabétique des œuvres qui sont citées dans cette histoire. Et voilà, donc les absents, par exemple, on va s'arrêter sur une œuvre un peu plus connue, Adolphe et Clara, donc un opéra comique. Et vous voyez, donc, je peux consulter mon manuscrit, je peux aller, bien sûr, me rendre dans la page et zoomer dans la page pour lire les informations, mais je peux aussi me rendre un peu plus bas dans la page et voir qu'en fait, chaque entrée, chaque page, vous voyez, chaque page comporte ses entrées d'index. Alors ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, par exemple ici, si je vais voir Dalérac, par exemple, je peux cliquer, je peux rebondir évidemment sur Dalérac, me rendre sur l'autorité individu que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, et rebondir évidemment sur les œuvres de Dalérac, etc., comme maintenant vous connaissez. Et je peux remarquer que, effectivement, Dalérac est cité, je peux rebondir également dans d'autres ouvrages dans lesquels Dalérac est cité. Par exemple, si je clique ici, voilà, une œuvre de Dalérac, pardon, Dalérac est cité dans ce manuel hein, de Colson, par exemple. Donc, c'est un autre ouvrage qui fait l'objet d'une indexation actuellement. Et puis, on va trouver en bas, évidemment, voilà, l'histoire méthodique et théâtre. Voilà, un autre ouvrage dans lequel on va trouver une citation à Dalérac et d'autres manuscrits hein, que vous avez. Voilà, par exemple, si je clique par ici, voilà, on retourne sur. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que si je suis un spécialiste de Dalérac, je m'appelle par exemple Maxime Margollet et que je m'intéresse à Dalérac, je vais taper Dalérac dans deux Z et j'ai à disposition toutes ces données et je peux rebondir sur tout un tas de choses, des chronologies, des œuvres qui me renvoient vers d'autres chronologies, vers d'autres individus et vers tout un ensemble de sources hein, qui fait actuellement l'objet d'une indexation. Donc, voici, c'était un premier exemple et je vais vous montrer un deuxième exemple. Là, je suis hop, pardon, un petit peu trop loin. Voilà, pour montrer un imprimé. Alors, vous voyez ici, quand je rentre dans cette capsule, je vois 3 dalles, 4 dalles, pardon. Ces 4 dalles, en fait, correspondent aux 4 volumes. En fait, c'est un peu aussi une sorte de récursivité dans les sources. C'est-à-dire qu'on a une entrée d'une collection. On rentre dans le détail des volumes, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Et ensuite, on peut rentrer dans le livre. Euh, on rentre dans le livre. Donc là, je vais vous montrer une page de ce livre, page 387. Voilà. Clac. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page, mais voilà. Donc on est sur la page 387. Il ne se passe rien parce que je ne suis pas sur la bonne page, probablement. Voilà. Donc c'est en cours d'indexation, donc vous voyez 2 pages 387, c'est normal. Donc vous voyez en fait ce livre, donc c'est l'histoire du théâtre, des théâtres dormants par Jules-Édouard Bouteiller. C'est un imprimé des années 1860, qui n'est pas indexé, qui n'a pas d'index. Donc si je vous lis le début de cette campagne théâtrale 1796-1797, après une vacance qui a duré un peu plus de 3 semaines, Cabousse s'est remis à l'œuvre, la campagne a commencé, etc. Tous les débuts ont été faits, etc. On a la Demoiselle Legrand, premier rôle, on a des œuvres, Fénelon, etc. Vous voyez, Nanine, donc tout un ensemble d'œuvres, d'individus qui sont cités sur cette page. Alors bien sûr, il faut connaître qui sont ces gens, quelles sont ces œuvres. Et bien justement, c'est là où 2Z intervient, puisque vous voyez, dans l'indexation en dessous de cette page terminée, on peut rebondir sur. Alors, ce Cabousse, ce mystérieux Cabousse, hein, Jacques Cabousse, dont on ne connaît pas les dates de naissance ni de décès, chef d'orchestre, directeur du théâtre. Alors, petite biographie en dessous qui est reconstituée d'après les données qu'on croise, permet de se repérer également sur qui est cette personne. On sait qu'il succède à un tel et qu'un autre le remplace. Il est aussi cité dans un certain nombre de choses. Vous voyez, un ISNI non attribué parce qu'il n'a pas d'ISNI, tout simplement. On a pire que ça, c'est Madame Barroyer.
Voilà, là, on n'a pas grand-chose, hein, évidemment. En plus, c'est des artistes, enfin, des comédiens, comédiennes, hein, de la troupe de Rouen, mais on ne sait pas grand-chose. Par exemple, si vous ne savez pas ce que Nanine, ce que c'est, bah, vous pouvez cliquer dessus et voir, ah oui, c'est vrai, c'est l'œuvre de Voltaire. Et puis là, on peut rebondir sur un certain nombre de... euh, voilà, donc ça, c'est le modèle que l'on a développé de bibliothèque enrichie, en fait, hein, qui nous permet d'associer ces ouvrages, d'enraciner ces ouvrages dans notre, dans nos autorités. Euh, voilà. Alors, dernier point sur cette deuxième partie, c'est, enfin, je vous rassure, les dernières parties sont claires. Ce sont donc les outils de recherche. Comment on fait pour rechercher dans 2Z? Alors déjà, j'ai donné déjà quelques informations, mais le premier réflexe, c'est on cherche des événements, donc on peut rechercher directement par les événements. Donc on clique sur le menu événements, on est ici avec un filtre assez intéressant. Par exemple, je m'intéresse à Boieldieu par hasard. Je vais cliquer donc dans les individus, je vais aller chercher quelqu'un qui s'appelle Boieldieu. Voilà, la 3. Et même si, comme on le trouve beaucoup dans la biographie ancienne, j'arrive à faire un. Euh, attendez, je ne sais pas sur comment on fait. Ah, attendez, je sais. Voilà, orthographe ancienne, on trouve souvent un tréma sur le i, ou sur le e d'ailleurs. Voilà, vous voyez que de toute façon, peu importe, de Z va vous sortir les mêmes données. Et ces données sont les données de la forme qui fait autorité dans les répertoires. Et voilà, donc par exemple ici, j'ai choisi donc François-Adrien Boldieu, et celui qui est le compositeur de la Dame Blanche. Et voilà, donc je cherche, et sur les 89 000 et quelques éléments, il m'en a trouvé 7 987, donc c'est déjà beaucoup. Mais j'ai filtré, en fait, les événements. Je m'intéresse à Boieldieu, j'ai tout ce qui concerne Boieldieu dans 2Z. Ensuite, je m'intéresse, en fait, à la période parisienne, lorsque comment il s'appelle, Boieldieu, j'allais dire 2Z, est de retour à Paris, après ses 10 années passées à Saint-Pétersbourg, donc de retour à Paris en 1811 et jusqu'à sa mort en 1834. Donc voilà, je vais isoler un certain nombre de données, voilà, parce que je m'intéresse à cette période-là. Et donc vous voyez, je suis passé de 7000 résultats à 4000. Donc là, je suis vraiment sur la période parisienne, 1811-1834, et tout ce qui est à l'écran, si je passe la chronologie, concerne Boieldieu, donc la production des œuvres de Boieldieu à Paris. Ensuite, je vais aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, j'ai anticipé ce que je voulais dire, parce que là, nous avons la production de Boieldieu partout, en fait. Parce que je n'ai pas encore mis Paris. Donc, on peut avoir aussi des événements qui ont lieu à Rouen ou dans d'autres villes de province. Pardon, je suis un peu pinceau, mais voilà. Et maintenant, je vais ajouter Paris. Donc là, maintenant, je dis oui, je m'intéresse uniquement au répertoire parisien, ce qu'on donne dans les théâtres parisiens. Donc, à chaque fois, je filtre. Et donc, on va passer de 4000 à 2000 événements. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il y avait 2000 événements qui concernaient la province précédemment. Euh, voilà, donc très bien, donc ça c'est intéressant. Et maintenant, je m'intéresse à une œuvre en particulier. Alors je me souviens plus trop du titre, je crois que c'est Nouveau quelque chose. Alors évidemment, voilà, je vois Nouveau Seigneur de Village, mais est-ce que c'était bien ce titre-là? Je peux aussi filtrer en mettant, normalement, voilà, un nom d'auteur. Il n'y a pas de doute, hein, on voit un nouveau Seigneur de Village partout, avec des extraits, vous voyez tous les extraits qui défilent en dessous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opéra en entier, donc c'est bien cette donnée-là. Euh, donc on va filtrer. Et là, évidemment, on va avoir beaucoup moins d'événements, puisqu'on a un seul titre représenté à Paris entre 1811 et 1834. Je pense que si on enlève Boieldieu à cette étape-là, ça ne va pas changer grand-chose, euh, sauf si, puisqu'en fait, Boieldieu est déjà cité dans l'œuvre. Donc voici un peu comment on peut déjà faire une recherche, isoler des événements, un corpus dans 2N. Euh, Vous voyez ici qu'il y a une manière aussi d'ordonner les résultats, là où vous les avez dans le sens chronologique, mais aussi on peut les ordonner dans le sens décroissant ou anti-chronologique, et renverser la chronologie pour partir de la fin, de 1830. Donc, pour l'instant, j'en ai pas entre 1830 et 1834, hein, dans la chronologie par exemple. Euh, on peut également, c'est ça qui est intéressant, exporter les données sous différents formats, voilà, qui nous permet ensuite de les analyser, par exemple. Et puis aussi, on peut les projeter sur une carte. Alors évidemment, ici, si je les projette sur une carte,
c'est intéressant, mais on est sur Paris. Mais si je reviens euh, en arrière, là, c'est la carte, c'est ça? Clac. Et je supprime Paris, par exemple. Donc, je retourne à l'échelle provinciale, enfin, nationale. Là, euh, par exemple, à 721 résultats. Et donc là, cette fois-ci, je vais avoir, vous voyez, en fait, une cartographie. Bien entendu, on géolocalise les données, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise le référentiel OpenStreetMap. Et donc, là, ce que vous voyez, dans un premier temps, c'est les régions françaises. Alors, évidemment, on utilise la terminologie actuelle, parce que sinon, ça serait infernal. Mais, et donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans une région, alors après, vous pouvez zoomer. Et voilà, donc on passe ensuite à une échelle départementale quand on zoome. Donc, il y a un recalcul automatique qui se fait on passe de l'échelle régionale à l'échelle euh, départementale. Et si je zoome encore un peu plus, à un moment donné, on va arriver sur une échelle de commune, communale. Donc, ici, bah, on a Beauvais, ici, on a Rouen, voilà. Donc, et si je vais sur voilà, d'autres, je peux me balader comme ça, et on a des résultats, etc. Et puis après, si j'avance encore, on va arriver sur l'échelle des salles, etc. Donc, sachant que là, évidemment, beaucoup à l'Opéra Comique, mais un petit peu à Montmartre, à côté de Montparnasse, etc. Donc, à Versailles, etc. Donc, on a possibilité de visualiser déjà les chronologies sur une carte. À partir du moment où les résultats sont publiés, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous avez un bandeau bleu, puisqu'on se réserve le droit de retarder la publication d'événements dans le cadre d'une étude, voilà, euh, eh bien, en fait, vous pouvez afficher une carte en tant que visiteur, lecteur de 2Z. Voilà, donc autre manière de rechercher dans 2Z, c'est le moteur de recherche. Donc là, évidemment, c'est très simple, hein, vous cliquez sur, vraiment, vous cherchez nouveau, et vous savez pas trop, vous arrivez sur le moteur de recherche avancé. On va rajouter Boieldieu parce qu'on se souvient que c'était de Boieldieu. Boieldieu, voilà. Euh, voilà. Clac. Et si je suis pas sûr, je peux également filtrer les œuvres. Et, voilà. Et en fait, voilà, donc, donc je ne vais pas atteindre l'autorité que je cherchais. Voilà. Et puis aussi, on a une autre manière de rechercher, c'est par les index. Parce que ça, c'est très précieux dans des aides, notamment pour faire la chasse aux doublons, quand on travaille sur les bases de données. Donc, en fait, je peux aller dans les œuvres et puis rechercher dans les index. Toutes nos tables, en fait, sont indexées. Donc, pareil, hein, je peux rechercher là-dedans. Et évidemment, là, c'est classé par ordre alphabétique, comme vous voyez. Je peux me promener et puis avancer pour aller chercher un nouveau seigneur, mais je peux également ajouter un élément supplémentaire dans la requête. Et voilà, je tombe sur deux œuvres. Alors, ma tante horreur, vous dites, tiens, s'il y a une erreur, mais non, c'est parce que dans ma tante horreur, un autre opéra de Boieldieu, à un moment donné, il y a le terme nouveau qui est cité, là, vous voyez ici. Donc, il va le retrouver puisque c'est en plein texte. Il nous sort aussi cette autorité, en fait. Euh, donc voilà, ce sont les trois moyens en fait, d'entrer dans les données de Z, les index, on va retrouver toutes les tables d'index en fait, dans de Z. Voilà, pour les outils de recherche. Alors ensuite, pour les dossiers, rapidement, les dossiers, en fait, vous avez ici, vous avez un onglet qui est consacré au dossier. Le dossier est la forme aboutie d'une publication dans 2Z. Hein. Il regroupe un corpus d'événements rassemblés par un chercheur sur une thématique donnée. Ce dossier peut être une publication à part entière ou alors constituer l'annexe d'une publication papier, d'un article, d'une monographie, voire, pourquoi pas, d'un mémoire de master ou d'un mémoire de thèse. Je vous en montre un rapidement. CTRL F, voilà, pour aller plus vite. Voilà, un petit dossier donc, qui a été réalisé pensé comme une annexe, publication associée d'un article publié il y a quelques années. Et ici, en fait, vous voyez que ce dossier comporte une préface. Celle-ci est assez développée, avec une accroche au départ. Ensuite, une analyse en fait des données qui sont proposées, un contexte historique. Ici, vous avez ensuite une petite conclusion d'ailleurs, euh, une discussion, enfin en tout cas une synthèse aussi sur les sources que nous utilisons. Voilà. Et puis ensuite une bibliographie indicative et comment citer ce dossier. Vous avez bien entendu la liste des événements qui se trouve ici.
Donc là, les éléments, c'est la chronologie parfaite des événements contenus dans ce dossier. Donc, et puis vous avez aussi des outils de visualisation euh, qui permettent, alors l'outil de géolocalisation, vous connaissez, mais aussi d'autres outils, donc une frise chronologique qui nous permet de savoir que dans ce dossier, en gros, ce sont des compositeurs romantiques qui sont mais on a aussi un petit peu de classique, un peu de baroque et un peu plus d'ancien encore. Euh, et puis aussi, on a ce diagramme de cordes infernales. Alors, non, à l'écran, ça paraît étrange, mais pour comprendre un peu les relations principales qu'entretient Monsigny, hein, le héros de ce dossier, avec les auteurs, évidemment, avec Scribe, avec d'autres auteurs, etc. Donc ça, ce sont des dossiers. Nous avons également dans le dossier la possibilité d'exporter. Alors là, je suis pas sur mon ordinateur, donc je ne pourrais pas vous montrer. Je n'ai pas voulu vous le montrer, mais je peux pas. C'est-à-dire quand vous cliquez sur exporter en PDF, vous récupérez, en fait, c'est dommage, vous ne pouvez pas voir, mais un dossier complètement qui récupère toutes les données que je viens de vous montrer, mis en page, et qui constitue, vous pouvez juste le prendre tel quel et le mettre à la fin de votre mémoire pour en constituer une annexe. Euh, Autre type de dossier, alors je vais aller un peu plus vite, mais euh, bon, juste vous montrer celui-ci. Voilà, un dossier Donizetti à Paris qui est réalisé par Stella Rollet. Et voici le cas typique d'un dossier réalisé dans le cadre d'une... En fait, c'est l'annexe de sa thèse qu'elle publie dans 2Z parce elle ne l'a pas publié justement dans... Alors vous voyez la référence à sa thèse ici. Et puis ici, la référence à l'ouvrage qui est paru chez Classique Garnier. Donc elle ne pouvait pas publier une annexe de plusieurs centaines de pages dans ce livre. Et donc le livre correspond avec cette annexe donc, qui est publiée sur la carrière de Donizetti à Paris entre 1831 et 1897. Et de même, je dois vous montrer aussi ce genre de dossier qui est réalisé en 2L, ce qu'on peut appeler un super dossier, puisque c'est le dossier Maurice Ravel réalisé par Manuel Cornejo. Et vous voyez, dans ce dossier, il y a des dossiers qui sont insérés dedans. Donc, si vous vous intéressez à Maurice Ravel, vous rentrez dans ce dossier. Puis après, si vous intéressez à au Boléro de Ravel, vous cliquez dans le Boléro de Ravel, mais vous pouvez cliquer également sur une autre... Voilà, voilà j'ai cliqué dessus. Euh, le Boléro de Ravel sous l'occupation. Voilà, par exemple. On arrive sur un autre dossier. Voilà, donc, petit à petit, on peut aller réduire les résultats. Euh, voilà, et aussi, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, alors évidemment, je vous ai parlé au début, c'est que nous avons deux dossiers d'une autre nature, et contrairement aux autres dossiers qui sont, tout ce que je vous montre ici sont des dossiers d'événements, nous avons également un dossier qui correspond en fait aux archives de l'Opéra Comique. Donc là, on est sur des dossiers de sources qui a été réalisé dans le cadre du tricentenaire de l'Opéra Comique et qui conserve également donc les dossiers conservés physiquement à l'Opéra Comique, mais également aux Archives nationales de France. Et ici, vous avez donc, par exemple, un livret, les livrets de censure, hein, conservés aux Archives nationales. Donc là, on a un dossier de source, c'est le seul qui a été réalisé pour l'instant, puisque ça a été réalisé sur mesure. Et enfin, donc, un autre type de dossier, c'est le répertoire de la mélodie française, qui est porté par Lucia Pazzini, et en fait, a récupéré les données de la base de François Lavroux sur la mélodie française et qui les a donc connectées aux données de Z. Donc là, c'est un répertoire d'œuvres en fait consacrées au genre de la mélodie française. Voilà. Donc ça, c'est un type de dossier nouveau que l'on va pouvoir développer. Par exemple, développer le répertoire de l'Académie royale de musique, le répertoire de l'Opéra Comique, etc. Donc des œuvres créées dans une institution. Quatrième partie, je voulais parler juste 2 secondes des utilisateurs de 2Z. Alors, les utilisateurs de 2Z principaux sont les chercheurs qui vont déposer des données correspondant à une recherche, bien entendu, que ce soit des chercheurs indépendants ou des collègues du secondaire, des enseignants-chercheurs, des chercheurs du CNRS, des doctorants, des docteurs, des masters, etc. Nous avons également des étudiants donc, qui sont en formation universitaire. Et puis, troisième type d'utilisateurs, ce sont donc les acteurs du spectacle vivant qui souhaitent archiver une activité passée et euh, pour lequel, pardon, 2Z propose un service entièrement gratuit. Actuellement, nous avons, j'ai fait un compte hier, 850 utilisateurs sont passés par 2Z depuis la création du site. Alors c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois, parce qu'on est une petite équipe. 450 étudiants, et je dirais parmi les grands utilisateurs, 110 grands utilisateurs qui produisent beaucoup, beaucoup de données.
Nous avons un atelier annuel qui se tient en juin, donc le septième aura lieu en juin prochain, et en fait c'est un rendez-vous intéressant pour nos utilisateurs parce qu'on fait le bilan institutionnel, le bilan financier, on fait le point sur les nouveautés techniques, les nouveaux dossiers parus. C'est une foire aux questions aussi où on va récupérer les informations des utilisateurs. Et aussi donc parmi nos utilisateurs, nous avons des partenaires. Je parlais de l'Association française des orchestres qui a un dossier également dédié ici. Alors en fait, les partenaires sont repérables par les petites dalles qui se trouvent sur la page d'accueil. On peut aller directement au dossier et puis aller voir, par exemple, dans cette expérimentation, j'ai pas le temps de vous en parler, mais un dossier qui concerne l'ensemble intercontemporain, où on peut trouver également des outils de visualisation autour des données qui ont été déposées autour de cet ensemble, avec un diagramme de diffusion entre Paris et le monde pour cet ensemble, donc l'ensemble intercontemporain. Euh, je vous parlais du son également, mais ça, je n'aurais pas à vous le dire. On héberge des données sonores, mais qui sont pas, enfin, qui ont été déposées dans le cadre de cette expérimentation, les enregistrements d'archives, et qu'on peut écouter tout à fait parce qu'on a les droits de les écouter, mais on ne peut pas les publier parce que voilà, les droits ne sont pas obtenus. Donc, ils sont en fait sous clé. C'est la réserve de 2Z qui n'est pas accessible. Ensuite, on a aussi comme partenaire, je vous ai montré le dossier de l'Opéra Comique dans le cadre du tricentenaire. Donc, ça a été également donc, un partenaire important pour nous qui a donné un peu de visibilité nationale sur voilà, les archives de l'Opéra Comique. Royaumont également, la ville de Royaumont qui a publié les concerts organisés à Royaumont entre 1936 et 1977. Donc, vous pouvez accéder également à ce dossier. Et puis aussi, on a aussi l'orchestre, l'orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie et l'orchestre régional de Normandie, qui sont deux orchestres différents. Ce sont deux projets importants puisque ce sont les deux premiers projets d'archivage de l'activité des orchestres de France. Donc, vous voyez avec un classement ici par saison, jusqu'en 2024, un travail qui tient beaucoup du travail de Marion Leblanc et de Déborah Livet. Et donc, vous avez toute l'activité de cet orchestre depuis sa création en 1998. Et bien entendu, je terminerai sur le dossier du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui est un dossier qui, pareil, aussi d'archivage de l'activité pédagogique de ce grand conservatoire. Par exemple, la classe de la direction d'orchestre depuis 2020, depuis 2002. Donc, on a tous les concerts ici qui ont été donnés, dirigés par les jeunes chefs d'orchestre en formation au Conservatoire de Paris. Voilà, ce sont quelques exemples, bien entendu, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout vous dire. Cinquième point rapide sur la formation universitaire, 2Z est piloté par trois enseignants-chercheurs soucieux d'articuler la recherche et la pédagogie. Et c'est pourquoi 2Z n'est pas seulement un outil de recherche, mais également un outil de formation universitaire, utilisé depuis la naissance quasiment du projet, en 2012-2013, dans des cours de méthodologie numérique, d'initiation de la recherche, à la recherche, pardon, utilisé à Rouen, mais pas seulement à Rouen, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, voilà, pour les universités principales, et je cite, pardon, à Metz aussi, de la licence au master. Et je signale, je n'ai pas le temps de vous le montrer non plus, mais que dans le cadre de cette recherche et pédagogie, on a la relation entre la recherche et la pédagogie, on a développé un outil très innovant d'auto-formation qui permet donc de se former à la transcription diplomatique de sources. Donc ça marche très bien, ça fonctionne très bien avec les étudiants. Dernier point pour terminer, c'est les rayonnements, diffusion et réseau. Euh, Juste vous montrer que 2Z est traduit en 4 langues, 5 langues, mais il y en a une qui n'est pas encore active. En fait, on peut faire basculer le back-office et le front-office en différentes langues. On voit ici en allemand, par exemple, mais on peut aussi le basculer en espagnol, en italien et en portugais. Le portugais n'est pas encore actif. Donc voilà. Et ça, lorsqu'on va aussi dans le back-office, vous voyez, donc tout est en allemand, du coup. Et vous voyez, tout est en allemand aussi dans le back-office. Alors, bien entendu, on ne traduit pas les données, mais on traduit on traduit uniquement l'interface. Et oui. Clac, voilà. Ouais, je vais en français. On a un carnet hypothèse également, voilà, qui permet de suivre l'activité de 2Z. Voilà, donc on a
une lettre de diffusion qui n'est pas très active, mais vous pouvez vous y abonner si vous voulez. En tout cas, on est... j'ai enlevé le plein écran sans faire exprès, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez une activité, tout ce qui se passe dans 2Z, voilà, à la fois de la formation, par exemple, ici un petit billet sur celle de cours qui a eu lieu à Montpellier, euh, un autre à Rouen, mais aussi des nouveaux dossiers, des activités, etc. Donc, voilà, nous avons ici donc c'est un dossier, un carnet d'hypothèses qui existe depuis 2015, qui comporte, j'ai vu hier, 180 articles. Voilà, donc c'est un cas de recherche qui vit bien. On a une collection HAL également, une collection Isidore qui actuellement est déconnectée, mais il faut qu'on la reconnecte. Et sur les réseaux sociaux, on a une page de Z sur Facebook et aussi Instagram. Voilà. Et puis par ailleurs, euh, voilà, j'ai terminé. Par ailleurs, en fait, je voulais vous parler de ça, c'est que 2Z est partenaire de Musica 2, que je représente ici comme membre du comité de pilotage. C'est un consortium qui a été inauguré en 2022 avec mes collègues Philippe Hendrix, Kevin Roger, Augustin Brault, Thomas Bottini, Achille Laverigo, ici Théodora Psychoyou, Viviane Vagebuche, j'espère que je n'oublie personne, Laurent Potier, etc. Donc c'est une communauté qui travaille sur la musicologie numérique en France. Je n'ai pas le temps de vous présenter plus que ça, mais en tout cas, dans le cadre de ce consortium, on a produit un outil l'an dernier qui s'appelle Musica Search. Et si je ne vois pas, c'est parce qu'il est connecté à 2Z. Vous voyez en dessous, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première étape d'un Isidore de la musicologie internationale, si vous voulez. Donc, le moteur de recherche de la musicologie numérique, en gros, c'est un moteur de recherche qui fait du signalement sur les bases de données, les ressources en ligne et les données musicales, données musicologiques en ligne. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans cette expérimentation, vous avez surtout trois projets, donc la Mediabase, la Bruzane Mediabase, 2Z, et puis un projet sur les musiciens de l'Ancien Régime à l'IREMUS. Et puis, vous avez aussi les données musicales conservées à la Bibliothèque nationale de France. La version 2 va apparaître bientôt avec 7 nouvelles sources de données. France Archives, l'ORISM, les bases de données de l'IRCAM et le projet Richard Kerr sur la Renaissance. Vous avez également, je montre juste comment ça marche, mais il suffit de taper Mozart et vous avez des données qui vous sont envoyées immédiatement. Vous pouvez évidemment, en cliquant sur un filtre, les filtrer tout de suite. Hein, et vous voyez ici, accéder, par exemple, si je veux accéder à la donnée sur DataBNet, je clique dessus, et en fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû plutôt cliquer sur la donnée de Z, puisque ça nous rapporte quand même, on revient donc au point de départ. Voilà. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci Joanne. Alors en fait, il y a quelques questions. Je vais commencer par ça. Oui. Merci pour cette présentation très riche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les faire monter par le question-réponse du chat. Alors d'abord, j'ai une question d'une collègue éditrice qui s'interroge sur l'ISSN. Oui. Parce que là, l'ISSN est donc attribué à toute la base et pas au dossier eux-mêmes, on est d'accord? Le numéro d'ISSN. Non, c'est pas ça en fait. C'est l'ISSN est un numéro qui est attribué à une personne. Donc chaque personne a son ISSN, Mozart a son ISSN, moi j'en ai aussi. Ici. Ouais. Ah, il y a pardon, excuse-moi. Non, l'ISSN, c'est plutôt pour des revues. Pardon, Et que là, j'ai l'impression que c'est... Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'étais pas dedans là. Ah oui, l'ISSN, effectivement, c'est le numéro qui est attribué au projet lui-même. Mais donc à toute la base, donc c'est-à-dire que tous les dossiers n'ont pas un ISSN indépendant. Non, je crois pas, non. Et c'était un choix, vous êtes passé par l'ISSN plutôt que l'ISBN par exemple? Oui, bah en fait, c'est parce qu'à l'époque, on m'avait conseillé ça et on était passé par l'ISSN. Alors après, s'il y a possibilité d'attribuer un sous-numéro à un dossier, pourquoi pas, ouais. Oui, c'est plutôt pour les revues théoriquement. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, si en plus les gens utilisent les dossiers comme des annexes, ça pourrait être une évolution. Ça, ouais. Alors ça, c'est une bonne question, une bonne remarque. Pardon pour le listening, j'ai bugué. Mais ça oui. reste vrai pour les signes. Ouais, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'améliorer ça, ouais. Ouais. Alors j'ai une autre question qui est plutôt sur donc sur l'environnement et les échos de Z. C'est est-ce que ça a eu un impact sur les recherches?
les vôtres, les tiennes, et celles de tes collègues, celles des étudiants, grâce à la mise en place de DZ, est-ce que ça a permis une meilleure visibilité des données, d'autres recherches aussi qui ont émergé grâce à ces projets, ou est-ce que ça arrive toujours en fin de projet, finalement, en mise à disposition de données qui ont été exploitées dans un projet de recherche? Alors en fait, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que alors on a fait du 2Z avant 2Z, donc il y avait des chercheurs qui avaient déjà accumulé beaucoup de données pour lesquelles il n'y avait pas d'outils en fait de visualisation, de valorisation. Donc 2Z est arrivé à un moment donné, donc des chercheurs ont déposé beaucoup de données chez nous parce qu'ils les avaient déjà en stock. D'autres les ont produites au fil de l'eau parce que l'outil existait, donc les étudiants en particulier, nous-mêmes d'ailleurs. Euh, euh, Ça a donné de la visibilité, oui, aux données qu'on produit, parce qu'avant, en fait, il n'y a pas d'espace véritablement pour publier des chronologies. C'est des choses qui prennent beaucoup de place. Là, par exemple, le dossier Monsigny, si j'avais en fichier PDF, c'est déjà 75 pages, mise en page, hein. Donc, c'est déjà imposant pour juste 300 événements. Donc, si on rapporte ça à 89 000 événements, je sais pas, un jour, il faudrait qu'on fasse un essai d'exportation de tous les événements pour voir le nombre de pages que ça représenterait, mais c'est vraiment très volumineux. Euh, Ça donne de la visibilité, oui, et aussi, ça a permis l'existence même de cet outil. On a des étudiants, et pas si longtemps que ça, un chercheur qui a travaillé dans sa thèse ou qui est doctorant, je crois, pardon si je me trompe, parce que c'est tout récent, et qui travaille sur Épinal, par exemple le théâtre d'Épinal, et qui a vu 2Z, et puis il s'est dit, tiens, bah, c'est là-dedans que je vais faire mon travail de recherche pour le valoriser. Et en fait, c'est tout l'intérêt aussi pour nous de rendre les données confidentielles, pour pouvoir, voilà, l'étudiant, il garde ces données jusqu'à la soutenance de sa thèse, par exemple, et puis à un moment donné, hop, il va publier son dossier qui est valorisé, etc. Donc il y a une espèce d'engagement pour le chercheur à ce que ce soit publié à un moment quand même. Un peu, oui, mais en fait, on force personne, hein. D'accord. Mais voilà, Donc il y a des données qui sont là et qui ne sont pas publiées, donc il n'y a pas de calendrier de publication. Non, c'est ça. Alors c'est très libre, hein. D'accord. On a un comité éditorial, mais c'est entre nous. On n'est pas une structure très lourde, effectivement. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur des données qui sont là depuis longtemps ou qui seront jamais valorisées. Est-ce qu'elles ont un intérêt à être conservées dans 2Z ou pas? En gros, maintenant, on considère que on accepte des produits dans 2Z si les données produites sont associées à un dossier qui fera l'objet un jour d'une valorisation. Cette valorisation, elle passe par la publication d'un dossier, elle passe ensuite par la publication d'un billet sur notre carré de recherche, et ensuite sur la diffusion sur les réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc c'est comme ça. Et je disais que ça donne des idées à des personnes. Par exemple, si je parle de Déborah Livet, une collègue qui travaille dans les orchestres en Normandie, et Déborah Livet, c'est elle qui a réalisé le dossier sur l'orchestre régional de Normandie, donc qui a archivé toute l'activité de l'orchestre dans lequel elle travaille. Et c'est un projet qu'elle n'aurait pas pu envisager sans 2Z, par exemple. Donc, et ni même nous, au début qu'on a lancé 2Z, on n'avait pas du tout envisagé que 2Z, parce que nous, on pensait que c'était un projet pour des chercheurs qui travaillent sur la musique ancienne, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le début du XXe siècle, etc. Mais on n'avait jamais pensé que cet outil pourrait servir pour la musique d'aujourd'hui, en fait. Je parle pas de la musique contemporaine, mais le spectacle vivant d'aujourd'hui qui, à un moment donné, ressent le besoin d'archiver son passé. D'accord. Voilà. Donc, et oui, ça donne des idées. Et c'est aussi ça qui va nourrir l'évolution de Zen. En fait, on se nourrit aussi des retours des utilisateurs. On nous dit, voilà, votre projet, moi j'aimerais bien faire ça, est-ce qu'on peut le faire? Alors parfois on dit non, parfois on dit, bah, c'est intéressant. Bah, c'était le cas de Lucia Pazzini avec son projet sur le répertoire de la mélodie française. Elle a apporté un financement qui nous a permis de faire évoluer une forme de dossier et pour pouvoir accueillir ces données et valoriser. Et en plus, pour nous, il y a un donnant-donnant parce que nous, ça valorise aussi, ça vient nourrir, enrichir nos données aussi. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Ok. Et ça rebondit sur une question d'un autre collègue qui disait qui s'interrogeait sur le fait de l'ambition un petit peu encyclopédique forcément de DZ, qui ne se pose pas de limite chronologique ni spatiale a priori, ni sur le type de composition musicale et tout ça, mais de fait qui se confronte à la limite des saisies, des projets individuels et des projets de recherche. Est-ce que c'est quelque chose, comment vous gérez cette limite et comment vous
vous avez choisi peut-être d'informer l'utilisateur de cette limite actuellement. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait, qui ne connaît pas le projet, qui cherche quelque chose qu'il ne trouve pas alors qu'il pourrait, et qui est lié au fait que c'est un projet qui n'a jamais fait l'objet d'un archivage dans des aides. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Alors, il y a deux façons de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a le point de vue de l'utilisateur, quelqu'un qui rentre là-dedans et qu'est-ce qu'on y trouve. C'est vrai que on n'est peut-être pas très clair. Bon, c'est vrai que ici, lorsqu'on va dans l'événement, on voit que voilà tout ce qu'on peut trouver. Peut-être que c'est pas très clair dans le sens où finalement on pourrait indiquer ici que les limites des données que nous hébergeons sont les limites des données que les chercheurs déposent. Et en fait, je dirais que les limites sont celles des dossiers qui sont ici. Donc la liste des dossiers euh, correspond aux données qui sont vraiment hébergées dans 2Z. Alors évidemment, il y a des trous béants dans la chronologie des spectacles, hein, parce qu'il y a plein d'aspects que nous n'avons pas encore évoqués. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent finalement à la vie musicale, la vie théâtrale, le théâtre musical, l'opéra, etc. Mais on n'a pas encore beaucoup de chercheurs, par exemple, qui s'intéresseraient sur la comédie française. D'accord. Donc, il y a des vrais trous dans la chronologie, mais en fait, tout ce qui est dans les dossiers fixe un peu les limites. Alors, peut-être qu'il faudrait faire une sorte de petite page en disant, voilà, en gros, tout ce qu'on a, et une page qu'on pourrait mettre à jour. Euh, mais ça, c'est aussi lié au fait que 2Z devrait un jour changer d'interface. Là, actuellement, on essaie de regrouper les moyens pour faire basculer les aides vers une interface plus souple, qui nous permettrait aussi d'interagir plus facilement avec l'interface. Parce qu'actuellement, on ne peut pas modifier le contenu, ce que vous voyez ici. Il faut qu'on passe par nos développeurs. Mais ça, voilà, c'est l'objectif de ça. Et puis, le deuxième point, c'est du point de vue de l'utilisateur, quels utilisateurs on va autoriser dans 2N. Alors, il y a un formulaire de contribution et souvent on reçoit des demandes où on est contacté, on a un entretien téléphonique pour savoir ce sur quoi la personne travaille, quelles sont, voilà, trouver un peu les limites du corpus, et puis lui dire si clairement on peut ou pas héberger son travail, et si ça a un intérêt ou pas pour 2Z et pour lui. Parce que parfois, évidemment, on ne peut pas tout mettre dans 2Z, et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, entretien, et si oui, on en parle dans le comité éditorial. On valide entre nous trois, parce que c'est les fondateurs, le comité éditorial, et ensuite on le soumet au comité scientifique. Et ensuite, voilà, on autorise la personne à travailler, qui reçoit une formation, soit en visio avec l'un de nous, en fait, soit en présentiel, et puis voilà, on le guide dans sa pratique du logiciel, comment on utilise 2Z, et puis après une fois qu'on voit qu'il a une certaine autonomie, on le laisse travailler tout seul, on fait un petit tour dans le temps. D'accord. Ok. Alors j'avais une autre question qui était aussi sur, on a vu un petit peu, on a aperçu avec la bibliothèque, et c'est tout ce que vous partagez de type archives, affiches, etc., et qu'on peut trouver finalement nulle part ailleurs, parce que vous numérisez même de manière parfois un peu empirique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est choisi par tout le collectif finalement de mettre à disposition cette documentation et donc elle est physiquement hébergée dans des aides, vous la déposez dans deux aides, vous la déposez pas ailleurs? Euh, alors, j'aime bien le terme de numérisation empirique. Effectivement, il y a des chantiers, on va dire, de terrain où parfois on vient avec les appareils photo numériques et avec l'autorisation, bien entendu, on prend des photos parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les numériser. Et puis avec les éclairages, on prend les photos. Bah, c'est par exemple le cas de la Fondation Royaumont. Les photos sont des photos que j'ai prises avec Simon directement à Royaumont, avec leur autorisation. D'autres projets sont des projets numérisés par des institutions. Par exemple, le projet Vauclin que vous avez vu, c'est une numérisation qui a été réalisée dans les ateliers photographiques de la bibliothèque municipale de Rouen, et avec un double intérêt, c'est-à-dire que c'est nous qui avons passé la commande, il est déposé dans 2L, et en même temps, un jour, il va nourrir Rotomagus, qui est en fait comment on appelle ça, le guide carbonaire, enfin, voilà, le livre blanc, je sais pas, on appelle ça le portage. Marque blanche BNF. Voilà, c'est ça. Marque blanche BLF, Armand Rotomagus. Merci. Voilà, donc en fait, il y a des numérisations qui sont comme ça, que l'on héberge. Il y a des documents que vous avez vus qui sont des simples liens, des URL en fait, hein. On repère quelque chose à Gallica, donc on va
on va le déposer dans 2Z, mais en fait, le lien, il est fait parce que la source se trouve là, donc on laisse la source de données. Alors, pour des questions de facilité de feuilleteur, enfin, d'utilisation du feuilleteur, en fait, on télécharge la source. D'accord. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une source qui est sur le serveur, mais on met le lien avec Gallica, et si, on ne peut pas la télécharger, en fait. Si vous voulez la télécharger, il faut aller sur Gallica. Nous, on l'héberge sur des questions de base de données, que ça fonctionne, en fait, qu'il n'y ait pas de lien Word de dépendance, en fait, si jamais il y a un problème avec Gallica. Mais en gros, la personne qui voudrait télécharger le livre, il est obligé d'aller sur Gallica pour... Euh, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions. Oui, alors il y a des dépôts dans 2M, mais cachés, sinon il y a des dépôts partagés avec des institutions. Et voilà, donc c'est la bibliothèque numérique des spectacles, c'était un peu mon caprice à moi, en fait, hein. Et je pensais, enfin, j'ai eu cette idée qu'il fallait développer ça parce que je voyais un peu on avait A, on avait B, mais on n'avait pas le plus. Alors on a rajouté un plus, qui a demandé un petit financement et ça a fait C, voilà, donc égal C, donc ça fait la bibliothèque. Et c'est un projet très intéressant sur lequel on rechercherait presque des. Enfin, d'ailleurs, pour l'information, moi, dans mes propres cours avec mes L3, on fait du travail d'indexation parce qu'il y a tout un travail de réflexion sur les sources, qu'est-ce qu'on indexe, pourquoi on indexe, et quels sont un mot, comment on va vérifier dans un répertoire que c'est bien cette personne. Donc c'est un travail méthodologique très intéressant en fait. Ok. Alors j'ai une petite dernière question. Chaque représentation d'un spectacle semble faire l'objet d'une notice, mais peut-on lier différentes dates d'un même spectacle? Différentes dates d'un même spectacle. En même temps, ça sera forcément un événement différent. Ah. Un même événement peut Ah, pas être oui. simultané dans Je comprends. C'est un peu le modèle de la production d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que si on se déplace au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, en fait, on donnait la Dame Blanche un jour, après on donnait un autre opéra, puis, etc., etc., puis il fallait attendre 2 ou 3 jours avant d'avoir la Dame Blanche. Donc il y a une production permanente, donc l'opéra comique, c'est ouvert tous les jours, etc. Aujourd'hui, les productions d'opéra, c'est justement, il y en a en province, par exemple, il y en a 5 ou dans les théâtres parisiens, il y en a 5-6 dans l'année. Et chaque production est donnée, par exemple, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tous les 2 ou 3 jours. Et puis après, un mois plus tard, on donne une autre production. Donc dans ces cas-là, effectivement, on produit autant d'événements qu'il y a d'événements, puisque si je prends l'exemple de la production de Carmen portée par le Palazzetto Bruzane, qui a été donnée à l'Opéra Dormant l'année dernière. Ça fait l'ouverture de la saison de l'Opéra Dormant Normandie. Cette production, donc, elle a été créée à Rouen, en fait, hein. Vous savez, c'est la production avec les décors de la première en 1875, etc., avec les costumes de Christian Lacroix, ça, bon, c'est magnifique. Et en fait, on a eu des changements de distribution, 2 ou 3 fois dans la distribution. Et moi, j'ai assisté à la dernière représentation, et la dernière représentation, le remplaçant du remplaçant était absent. Et ils ont dû mettre un chanteur en coulisses qui, malheureusement, ne connaissait pas la mise en scène. Donc un ténor qui chantait le rôle principal, qui était au pupitre, costume de ville, comme on dit. Et puis sur scène, c'était le metteur en scène qui jouait le rôle principal en mimant, en fait. D'accord. Et donc, alors évidemment, pourquoi je dis ça, c'est parce que chaque événement comporte ses particularités d'exemplaires, comme on dirait dans une bibliothèque, lorsqu'on a plusieurs ouvrages identiques, mais en fait, ils ne sont pas identiques, parce que c'est pas la même reliure, parce qu'ici, il y a une signature, parce que, etc. Donc là, c'est exactement la même logique. 5 événements, parce que c'est la même production, mais la distribution peut changer, il a pu se passer quelque chose, etc. Et déjà, les dates sont différentes. Voilà, donc oui, il y a autant d'événements que de spectacles, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Je vous Joanne. en prie, merci beaucoup pour l'accueil. Alors, pour rappel, la prochaine séance des lundis numériques aura lieu le 10 mars avec Jacob Hart de Rennes 2, qui viendra nous parler de l'outil Harvest pour interpréter les traces numériques des performances artistiques. Donc, il fera finalement assez bien écho à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et donc, voilà. Bon après-midi et merci. Merci, au revoir.